Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 5 mars. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Ne dites plus banque centrale, mais trading central ». Ah, je sais, ça fait un petit peu clin d'œil à mon ami Gilles qui vous propose une nouvelle lettre d'investissement bien dynamique et qui s'appelle Trading Central. Mais le nom est bien trouvé parce que c'est exactement ce que les banques centrales se destinent peut-être à devenir d'ici la fin de l'année. En tout cas, c'est comme ça que les marchés le voient, c'est comme ça que les marchés se l'imaginent. Des banques centrales qui, non contentes de racheter des instruments obligataires comme elles l'ont fait pendant 5 ou 6 ans, que l'on considère d'un côté la Fed ou de l'autre côté la BCE à partir de 2012. Donc les banques centrales, non contentes de racheter des obligues, rachèteraient peut-être des actions. En tout cas, c'est la stratégie que suggère Janet Yellen dans une interview qu'elle a donnée vendredi dernier, et dans laquelle elle estime que pour soutenir l'économie, eh bien, il faut non seulement, oui, maintenir une liquidité abondante, mais pourquoi pas aider aussi les entreprises en participant alors à des augmentations de capital ou à des IPO, que sais-je. Alors, la Banque centrale du Japon, acheter des actions, elle le fait déjà. Alors, pas en direct, pas comme un stock picker, mais elle le fait au travers des ETF. À tel point qu'aujourd'hui, elle détient 75% des ETF actions émises au Japon. Autrement dit, la Banque centrale du Japon est déjà le premier actionnaire du Japon, et peut-être même de la planète, en tout cas en ce qui concerne les valeurs japonaises. La Banque centrale du Japon est sans rival. Ensuite, on pourra toujours évidemment trouver BlackRock avec ses 5000 milliards d'encours d'actions. Oui, c'est probablement le plus gros opérateur et le plus gros détenteur de valeurs du CAC 40 et très certainement également de valeurs du Nasdaq. Tiens, un Nasdaq qui hier soir a battu un nouveau record annuel en se hissant tout près des 7700 points avant qu'une correction ne se mette en place. Alors, ce n'était pas à cause d'un message qui aurait pu décevoir de la part d'un banquier central, non. C'était la rumeur que c'était quand même compliqué les négociations sino-américaines. Et puis, dans l'après-midi, miracle, article du Wall Street Journal, selon des sources bien informées, comme d'habitude, eh bien, un accord commercial pourrait être signé d'ici le 27 mars prochain. Ah, on a enfin une date. On savait que la deadline n'était pas le vendredi 1er mars, enfin elle ne l'était plus, mais on n'avait pas d'horizon de temps. Allait-on négocier jusqu'au mois de mai ou au mois de juin avec les Chinois? Non, ce sera peut-être le 27 mars. Est-ce que tout sera réglé par cet accord commercial? Franchement, il y a de fortes raisons d'en douter. Toujours pour cette question extrêmement pointue et cruciale des droits de propriété et tout ce qui concerne de près ou de loin, en fait, le respect, la préservation des brevets. Alors la Chine va peut-être s'engager à acheter davantage de whisky américain. Mais oui, quand on ne sait plus quoi acheter pour rétablir la balance commerciale, le soja c'est fait, le GNL, gaz liquéfié, c'est fait, quelques denrées agricoles supplémentaires c'est fait. Alors qu'est-ce qui reste finalement? Qu'est-ce que les Américains peuvent exporter? Eh bien, les derniers Disney, les derniers Avengers, tout ce que vous voulez. Mais a priori, en matériel, peut-être le whisky en effet. Pour en venir aux banques centrales, je vais bien sûr évoquer la stratégie de la banque centrale chinoise qui a décidé d'offrir autant de crédits que nécessaire à l'économie et qui assume maintenant pleinement cette stratégie. Elle l'a dit, enfin, quand la banque centrale s'exprime, c'est Xi Jinping, c'est Pékin qui s'exprime naturellement. Ça y est, c'est dit. La priorité est accordée au soutien de l'économie chinoise. Donc ça veut dire, pour la Banque centrale chinoise, de l'injection de crédit absolument no limites.
Nous attendons maintenant que la Banque centrale du Japon annonce de combien elle augmente son quantitative easing et de combien elle augmente ses achats d'actions, ces fameuses ETF actions, au travers desquelles d'ailleurs le Japon achète des actions pas seulement japonaises. Alors, pourquoi la Fed serait-elle, le cas échéant, la dernière, à se mettre à acheter des actions, quelque part? Oui, et c'est peut-être cette espèce de folle espérance qui explique 10 semaines de hausse consécutive sur le Nasdaq, 22,5% repris sur les plus bas, le plus fort mouvement d'appréciation des marchés de l'histoire, et également la plus rapide contraction du VIX dont je vous parlais hier, en l'espace de 2 mois, entre un extrême de stress et un extrême de complaisance. Hier, il y a eu une sorte de petit coup de semonce, avec d'un seul coup moins 50 en 1 heure sur le Dow Jones. Et en fait, au final, il ne s'est rien passé. Les indices US ont perdu 0,4% en moyenne. On s'est très vite remis de cette petite poussée grâce à l'article du Wall Street Journal que j'évoquais donc sur la deadline du 27 mars. Et si on est convaincu que les banques centrales vont se mettre à acheter des actions, à se transformer donc en hedge fund, eh bien, il n'y a vraiment aucune raison de vendre des actions aujourd'hui.